CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'allergie et d'endobiogénie. Pour cette visite guidée, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier. Vous êtes médecin généraliste, expert en phytothérapie clinique et en endobiogénie. Vous êtes président de l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative, organisme de formation Calliope, dont le site est institut-endobiogénie.fr. Vous êtes également le chroniqueur de notre chronique de cette émission. Et aujourd'hui, donc, il n'y aura pas de chronique puisque vous êtes l'invité. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Je crois savoir que vous venez de Saint-Trojan sur l'île d'Oléron. Oui, c'est mon village natal. Un village qui est un des endroits les plus purs de France. Au bout de l'île d'Oléron, au milieu de la forêt des pins et entre l'océan et ce que nous appelons le Kourou, qui est le bras de mer qui est entre l'île et le continent. D'accord. Voilà, un endroit de soins historiquement, puisqu'il y a eu chez nous un aérium, un sanatorium, un centre iliomarin qui est toujours en activité et une des premières thalassothérapie médicalisées à l'époque. Donc il y aurait des propriétés à être dans ces endroits-là, en particulier proches de la mer et puis de la forêt. Voilà, et de la forêt dans laquelle nous avons fait une promenade tous les deux il y a 2 ans et pour laquelle on avait fait un petit post ensemble pour parler des bienfaits des promenades en forêt. Sur les phytoncides. Voilà, entre autres. Et puis sur l'été, le petit frottement des barbes de pin sur la canopée qui, avec la chaleur du soleil, modifie la ionisation de l'air et qui donne ce bien-être qu'on a à se promener en forêt quand il fait chaud. Et chez nous, avec le vent qui frotte l'océan, on a une ionisation supplémentaire. Et oui, c'est ça. Donc, il y a les bienfaits de la forêt et les bienfaits de la mer par ces effets de ionisation que vous décrivez. C'est vrai qu'au Japon, c'est très usité, les balades en forêt. Et en Europe, ça s'appelle la sylvothérapie, si je me souviens bien. Complètement, ouais. Qui est propice à régénérer l'individu parce que, effectivement, les fameux phytoncides sont des espèces de pesticides dégagés, naturels, évidemment, dégagés par les plantes pour éloigner leurs prédateurs, qui rentrent dans notre organisme et qui font réagir du fait nos défenses immunitaires. Entre autres, et puis ça permet aussi une meilleure oxygénation de notre organisme, donc une meilleure efficacité de l'hémoglobine dans la captation de l'oxygène. Et c'est pour ça qu'on se sent bien et apaisé après les promenades en bord de mer et surtout dans nos forêts de pins. Ah, complètement, ouais. On va continuer sur l'endobiogénie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien là, on a parlé en fait un peu de phytothérapie traditionnelle, et l'endobiogénie, c'est carrément l'autre bout, c'est la partie qui va utiliser de la façon la plus moderne qui soit la phytothérapie, donc la plante médicinale, en intégrant la compréhension du fonctionnement du vivant et des capacités d'autoréparation des organismes. Et vous parlez de 4 niveaux d'analyse ? En fait, le premier niveau qu'on a d'usage de la plante médicinale, c'est le niveau symptomatique. Il faut avant toute chose supprimer le symptôme pour apaiser la souffrance du patient. En phytothérapie, on a plein de propriétés de drainage qui sont des propriétés de détoxination, si on peut le dire comme ça, de notre organisme, et surtout aider nos organes émonctoires, ceux qui éliminent les déchets comme le foie, les reins, l'intestin, les poumons, la peau. Ces organes-là, les aider à évacuer les déchets qui sont produits par le métabolisme de notre organisme. Ça, c'est le deuxième niveau. Après, quand on commence à réfléchir sur la fonctionnalité de l'organisme vivant, tel qu'un humain, parce que nous sommes médecins, donc on soigne des humains, mais les vétérinaires viennent se former aussi avec nous, on comprend le fonctionnement du système neurovégétatif et on sait maintenant que les plantes ont des propriétés sur ce système neurovégétatif. Et puis, on comprend aussi ce qui est beaucoup plus complexe, c'est le fonctionnement de nos hormones, que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans quelques-unes de nos chroniques. Oui, absolument. Et ces hormones, les plantes ont aussi une interaction par rapport au système endocrinien, le système qui gère nos hormones. Donc, on a 4 niveaux d'action avec la plante médicinale. Et moi, je rajoute toujours un 5e niveau,
qui est... C'est comme les 3 mousquetaires. Voilà. Il y en a 3, mais ils sont 4. Il y en a un 4e qui est fondamental pour moi et qui fait partie d'un de mes combats de ma vie. C'est que plus on utilisera la plante médicinale et moins on est polluant pour notre environnement, et ça, faut pas l'oublier. Oui. Et donc le 5e niveau, si notre environnement est de bonne qualité, on sera moins malade. Et donc le 5e niveau, c'est l'usage de la plante médicinale pour sa préservation, autant que faire se peut, bien sûr, pour la préservation de notre environnement et éviter qu'on tombe malade. Vous savez qu'il y a des lacs qui ont tellement d'œstrogènes liés aux hormones prises par les humains, mais aussi par le monde vétérinaire, prescrits par le monde vétérinaire, qui fait que dans ces lacs-là, les poissons ont du mal à se reproduire tellement ils sont œstrogénisés et tellement ils n'ont plus de possibilité à faire des bébés poissons masculins. Ouais, c'est impressionnant. Oui. Donc il y a des différences entre les différentes phytothérapies, c'est ça ? En fait, ce ne sont pas des différences, c'est des complémentarités. Et moi, je fais une médecine intégrative, donc j'intègre tout. Il y a eu deux visions de la médecine, qui a été la vision de Claude Bernard, qu'on oublie. Je connais même de jeunes médecins qui ne savent plus qui est Claude Bernard, et la vision de Pasteur, Louis Pasteur. Il y en a un qui met en avant, qui évoque que le terrain, en fait, est à la base des pathologies. Et puis Pasteur, c'est plutôt un... Voilà, ça c'est la même génération. En fait, Claude Bernard était un médecin physiologiste qui a disséqué beaucoup de petites bêtes et qui a eu, pour femmes et pour filles, 2 personnes qui sont battues contre la vivisection. Donc vous imaginez sa vie à ce pauvre homme dans sa recherche. Néanmoins, il a formé Louis Pasteur, qui n'est pas médecin, qui est physicien cristallographe. Et de là sont nés les 2 grands courants de la médecine moderne. Donc c'est grâce à Claude Bernard qu'on a les notions d'homéostasie et qui ont abouti aux normes qu'il y a sur vos prises de sang, par exemple, dans lesquelles on dit si vous êtes dans les normes, vous n'êtes pas malade. C'est l'équilibre du corps, le mot. Voilà, c'est l'équilibre du corps. D'accord. Et puis Pasteur, lui, il a travaillé beaucoup sur le symptôme et l'effacement du symptôme. Donc il a été à l'origine de tous ces médicaments qu'on appelle anti-quelque chose. Antidiabétiques, anti-hypertenseurs, antibiotiques, etc. Antidépresseurs. Qui peut être intéressant. Et qui sont bien sûr intéressants. Alors, toute la recherche s'est axée sur le côté symptomatique. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de ces 4 niveaux d'action de la plante, on imagine bien qu'en fait, plus on sera en interaction avec l'organisme, et plus on pourra l'aider à se réparer et ne plus considérer le symptôme comme la chose à effacer, mais comme l'information qui nous témoigne d'un déséquilibre de cette homéostasie et aider l'organisme à mettre en place les mécanismes d'auto-réparation qui lui sont nécessaires. Quand vous avez le voyant d'huile qui s'allume sur votre compteur de votre voiture, vous ne mettez pas un scotch noir dessus. On ne fait pas de l'anti-voyant. Voilà, on ne fait pas de l'anti-voyant. Alors, parfois, il faut, parce que parfois, on est dans un état de dégradation tel qu'on a besoin d'une thérapeutique qui vienne prendre la force et l'autorité sur notre organisme pour nous sauver dans l'instant. C'est ce que j'ai pu faire quand j'étais interne en SAMU, tout ça. Donc, c'est des thérapeutiques qui sont extraordinaires. Néanmoins, dans le quotidien d'un cabinet de médecins généralistes en ville, nous estimons, nous, que la prescription d'allopathie, donc de médicaments substitutifs, ne devrait à peine concerner 15 à 20% des patients, et encore en comptant large. Donc la plante médicinale peut nous permettre de répondre à tout le restant. Oui, la plante, ce que vous dites, c'est qu'elle répond à la notion de terrain, de régulation de la santé, qui est en fait le lit de la maladie à la base. Voilà. Alors quand on l'utilise bien, parce que de façon traditionnelle, on a beaucoup utilisé le versant symptomatique et drainage, mais on n'avait pas les notions modernes de ce qu'est le système neurovégétatif et endocrinien. Ce que vous avez décrit précédemment, c'est qu'en fait, vous utilisez la plante comme acteur de régulation du système nerveux et acteur de régulation du système hormonal. Voilà. Et si on n'a pas la plante idéale qui répondrait aux 4 paliers pour une personne, on fait des synergies de plantes. Et en faisant ces synergies, on fait ce qu'on appelle, nous, des préparations magistrales. D'accord, donc si je comprends bien, il y a aussi à la base de tous nos problèmes, non seulement les hormones, le drainage, mais le système nerveux. J'aimerais qu'on revienne dessus parce que c'est une notion qui est fort méconnue. Tout le monde parle d'hormones et très peu de système nerveux, en fait. Et oui, et pourtant, c'est sur le système sur lequel il est le plus facile d'interagir. Parce que c'est le plus réactif. C'est le plus réactif, c'est celui qu'on vit au quotidien, ne serait-ce que déjà le matin quand le réveil sonne, on sait déjà quel est notre type de terrain par rapport à ce système nerveux. Voilà, vous en avez qui sont réveillés 2 secondes avant que le réveil sonne, donc là ils ont un bon bêta sympathique et un bon alpha, et puis vous avez ceux pour lesquels le réveil doit sonner au moins 10 fois et qu'on éteint difficilement en tapant avec le bras dessus. Et ça, c'est plutôt le système parasympathique qui nous domine à ce moment-là. Alors, j'ai compris qu'il y avait 3 facteurs, parasympathique, alpha-sympathique, bêta-sympathique. C'est très sympathique, mais si on commençait par le parasympathique. Le parasympathique, c'est le tonus de base de notre organisme. C'est lui qui nous permet de tenir debout.
Quand vous voyez les gardes du roi d'Angleterre, là, avec leur gros chapeau noir sur la tête, qui sont immobiles pendant des heures, faut avoir un sacré parasympathique pour pouvoir tenir cette position-là. C'est la tonicité de base, voilà. c'est ça. Et on aime bien voir maintenant sur les médias que les jeunes utilisent beaucoup, quand il y a un défilé militaire avec des gens qui sont statiques comme ça, et qu'il y a une grosse chaleur, et qu'il y en a un qui tombe, ça fait toujours rire tout le monde. Ouais. Mais là, c'est le lâchage du parasympathique. Donc quand le parasympathique est complètement absent, on peut plus tenir debout et on vient tomber brutalement d'ailleurs. Hein. Donc c'est aussi ce qu'on appelle les malaises vagos. Hein, ces malaises où d'un seul coup on le voit à peine venir et on va s'effondrer, faire un malaise brutal. C'est quand le parasympathique lâche. Donc il est aussi en lien avec les sphincters, le tonus de base. Tout ça, bien sûr, ça règle la dynamique de digestion. C'est l'innervation principale dans le calibrage en fait de nos besoins. Merci docteur Jean-Christophe Charrier. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Nous sommes de retour avec le docteur Jean-Christophe Charrier et on parlait à l'instant de parasympathique. Donc, on a évoqué la tonicité minimum du corps, mais est-ce qu'il n'a pas d'autres fonctions, ce parasympathique ? Alors, il est là pour nous aider à calibrer nos besoins et il favorise beaucoup toute la dynamique qui se met en place pendant le sommeil, en fait, de digestibilité psychique également. Il rentre en jeu dans globalement tout ce qui crée notre tonus basal. D'accord, donc pendant la nuit, il est actif, c'est lui qui permet la récupération, c'est ça ? Totalement, c'est lui qui nous permet la régénérescence, essentiellement. Donc si ce facteur parasympathique n'est pas optimum chez quelqu'un, on peut en conclure qu'il peut être la base fondamentale de beaucoup de pathologies liées nerveusement que à cette partie-là. Tout à fait, et puis il est aussi la base de plein de pathologies liées à l'état congestif. Et la congestion étant le lit de l'inflammation, il est donc lié à toutes les pathologies inflammatoires. Ouais, c'est ça, parce que quand on dit il y a des troubles nerveux, mais en fait, dans le trouble nerveux, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle du para, de l'alpha ou du bêta sympathique ? Donc c'est assez compliqué. Et j'aimerais qu'on engage justement sur l'alpha sympathique. Et oui, qui nous a mis en tension et qui a préparé l'action. Donc l'alpha, c'est ça, c'est le préparateur ? Ouais, c'est comme la cocotte minute, c'est la pression qui monte dans la cocotte. Ça monte. Et alors que le para serait plutôt la flamme qui est sous la cocotte, en fait. D'accord. Alors le problème, c'est que si ça monte et qu'il n'y a rien pour évacuer cette pression, ça explose. Et l'explosion, c'est l'expression du bêta sympathique. Alors quand c'est bien régulé, c'est simplement votre soupape de votre cocotte qui se met à siffler, donc ça c'est attendu, c'est voulu. D'accord. Mais quand c'est un peu grippé sur la soupape, ça va monter en pression, puis là ça explose. Ce sont tous ces grands colériques, par exemple, qu'on a, ces gens qui piquent des colères impossibles, qui traumatisent tout le monde, mais 2 minutes après, pour eux, l'histoire elle est terminée, ils sont passés à autre chose, alors que tout le monde est encore dans le stress de l'engueulade qui vient de se prendre. Ah, d'accord, donc il y a le para, pour résumer, qui est là, un petit peu sous-jacent à la régulation du corps, l'alpha qui permet de monter en pression, et le lâchage, c'est le bêta. C'est le bêta, tout à fait, qui nous ramène au niveau de base du parasympathique. Hop, on refait une boucle, c'est ça ? On fait une boucle en permanence. D'accord. Et il peut y avoir des conflits entre la montée en pression et l'évacuation. Tout à fait. C'est quand votre soupape elle est un peu grippée, parfois c'est bien de mettre un peu d'huile pour que ça s'améliore. Et notre organisme, il va utiliser un élément qui est l'histamine. Oh, ça nous rappelle les allergies, ça. Et oui, l'histamine nous aide à prolonger l'action de l'alpha sympathique pour permettre l'expression du bêta sympathique. D'accord, c'est un conflit entre les deux. Vous avez dit une prolongation de l'alpha pour permettre le bêta. Vous voulez un peu décortiquer, s'il vous plaît ? C'est comme quand vous étiez gamin, vous amusiez à tirer sur un élastique et vous le faire péter entre les doigts. Vous avez tous fait ça. Comment vous savez ? Donc, si vous tirez pas assez sur l'élastique, vous avez beau donner le petit coup supplémentaire, il se passe rien. Mais quand vous avez tiré l'élastique au maximum, on donne un petit coup, et ça pète. Absolument. C'est ça, en fait, la montée en pression de l'alpha sympathique qui prépare l'action. Et le petit coup supplémentaire, c'est cette montée en pression brutale qui est le bêta sympathique et qui crée la rupture. Et qui crée des allergies. Alors, quand votre bras il est pas assez fort, on va dire, pour tirer votre élastique, parce que c'est un gros élastique, vous pouvez demander à un copain de venir tirer votre bras avec vous. Ouais. Donc là, c'est le copain histamine qui vient et qui vous permet de vous mettre dans le bon niveau de tension pour permettre l'expression du bêta sympathique. Ah, d'accord. Donc, voilà. L'histamine sert à ça, c'est un élément complémentaire. Ok, donc ce conflit alpha-bêta sympathique produit de l'histamine qui produit des allergies. Et oui, l'histamine est un des médiateurs de l'allergie, mais pas que, c'est tout ce qui crée de la rougeur.
Quand vous grattez tout simplement une zone toujours la même sur la peau, vous avez une rougeur qui va apparaître, c'est parce que vous avez libéré l'histamine qu'il y avait dans les cellules à cet endroit-là. Ça peut créer aussi l'urticaire qui n'est pas de l'allergie. Ah, c'est la petite sœur de l'allergie, ça, l'urticaire. Voilà, tout à fait. Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont allergiques à l'eau, ils vont prendre une douche, ils ressortent avec plein de plaques d'urticaire. En fait, c'est pas de l'allergie, c'est une réaction histaminique qui n'est pas liée à un allergène, mais qui est liée à une surcharge d'histamine, parce qu'on a chez ces patients-là une difficulté à exprimer le bêta avec un alpha extrêmement fort. Ouais, ça veut dire qu'en fait, si je résume, les problèmes d'allergie proviennent d'un conflit nerveux alpha-bêta sympathique. Oui, et l'allergène n'est que la chose qui vient manifester cette allergie. Si vous voulez, quand vous avez un interrupteur qui relie un fil électrique à une ampoule, tout est monté, mais tant que vous appuyez pas sur l'interrupteur, il se passe rien. Ouais, clairement. Voilà. L'allergène, c'est le doigt qui vient appuyer sur l'interrupteur. D'accord. Donc, soit, si vous n'avez pas de chance, vous avez souvent le doigt qui vient vous appuyer dessus, parce que votre environnement vous apporte cet allergène, et vous êtes sensible à ça. Mais si vous n'êtes pas sensible à cet allergène, il ne se passera rien du tout chez vous. Et c'est un autre allergène qui vous fera réagir. D'accord, donc en dehors d'une consultation ordinaire, est-ce que vous avez des plantes à nous conseiller pour harmoniser cette espèce de conflit entre l'alpha et le bêta sympathique ? Vous croyez que j'en ai pas ? J'en suis sûr. Donc la principale des plantes, c'est la lavande. C'est une plante majeure qui est très apaisante de toutes ces mises en tension, à la fois du parasympathique et de l'alpha sympathique, et un petit peu du bêta. Voilà. On a la cannelle, par exemple, qui est une plante qui permet l'expression du bêta sympathique. On va avoir des plantes comme le plantain, qui soutient beaucoup le parasympathique et le pancréas, mais qui également va avoir une action antihistaminique, donc qui peut être intéressante dans certaines situations. Donc en régulant un peu le parasympathique, en le faisant monter, on réduit par là même un peu le conflit alpha-bêta, c'est ça ? Voilà, si la difficulté vient d'un para insuffisant pour permettre l'expression du bêta. D'où l'utilité d'une consultation en endobiogénie, puisqu'il n'y a pas de recette. Et non, parce qu'on n'est pas dans du symptomatique. Donc, si vous voulez des plantes antihistaminiques, je peux vous en donner plein. Je peux vous donner le plantain, la pensée sauvage, le pissenlit, il y en a plein d'autres. Mais encore faut-il qu'elles soient adaptées à votre terrain. C'est une notion de terrain, donc ça fait de l'endobiogénie, je dirais, une médecine très qualitative dans la lecture en fait des fondations d'un individu, qui est jamais la même puisqu'on est tous construits et constitués différemment. Voilà. Et on a chacun, même les vrais jumeaux ont des réactivités qui peuvent être différentes parce qu'ils ont eu un chemin de vie qui peut être différent. Ouais. Même ceux qui vivent toujours dans le même environnement ont eu des aventures personnelles qui sont différentes, ne serait-ce leur naissance. Et ça conditionne effectivement plein de choses qui peuvent, sur lesquelles nous, on peut interagir en choisissant les bonnes plantes. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas la différence entre une phytothérapie symptomatique, on donne telle plante pour telle chose, et les réalités de terrain pour lesquelles on peut faire une médecine un peu plus adaptée, je dirais, beaucoup plus efficace pour l'individu lui-même. C'est-à-dire quand on réfléchit sur cette réalité de terrain, la plante médicinale s'impose à nous. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres thérapeutiques, parce qu'on a une approche intégrative, donc on connaît les autres outils et on sait, je dirais, les utiliser au bon moment. Mais entre le rien faire et faire le maximum, effectivement, la plante médicinale s'impose à nous parce qu'elle nous permet de réguler de façon physiologique et non substitutive le fonctionnement de notre organisme. Absolument, on était aussi dans la physiologie et l'activité corporelle. Et l'activité corporelle, elle est souvent liée à la thyroïde. Je pense à de nombreuses personnes qui souffrent de problèmes de thyroïde. C'est tellement courant, est-ce qu'on peut en parler ? Alors la thyroïde, c'est une glande qui se trouve donc comme un petit bouclier à la base du cou. C'est une glande qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de nous adapter dans le temps. Vous avez l'hormone T3 qui contient 3 ions iode. Toujours difficile à dire ça. 3 ions iode. La T3 qui est l'hormone active dans la journée. La T4, c'est l'hormone active pour la semaine. 4 ions iode. Voilà, merci. Et la substance colloïde qui fabrique ces hormones-là, c'est un stock pour 2 mois et demi. Donc vous voyez que la thyroïde, elle est vraiment dans la régulation de la saisonnalité. Ouais, absolument. Et du coup, en fait, les facteurs prédominants qui font que cette thyroïde lâche, j'imagine qu'il y en a de nombreux. Est-ce qu'on peut en évoquer quelques-uns qui font que certaines personnes sont plus sensibles aux problèmes de thyroïde qui sont tellement courants? Oui, en fait, la thyroïde, c'est la bonne mule, c'est-à-dire c'est le bon ouvrier de l'organisme qui tombe rarement malade de lui-même et il tombe surtout malade de ce qu'on lui fait faire, de la surcharge de travail qu'on lui donne. Et le principal collaborateur de la thyroïde qui vient l'épuiser, c'est les gonades. Et plus c'est les ovaires que les testicules. C'est pour ça qu'on a plus de problématiques thyroïdiennes chez la femme que chez l'homme.
Les gonades sont là pour nous reproduire, bien évidemment, mais c'est vraiment une fonction annexe, et ça, je tiens beaucoup à insister là-dessus, parce qu'on pense que c'est la fonction principale, mais ces glandes-là sont là pour la restauration de notre organisme au quotidien. Une fois qu'on a fini de grandir, il faut entretenir l'immeuble, et c'est le rôle de nos gonades. Et pour construire les choses, il nous faut de la matière première et de l'énergie, c'est donc à la thyroïde qu'on réclame. D'accord, donc elle vient non seulement avoir son travail principal, mais en plus, en cas de fainéantise d'autres axes hormonaux, elle vient les aider, se substituer à eux, donc être obligée d'augmenter son rendement et finir par casser du coup. Voilà, vous chargez la mule, et puis à un moment donné, vous mettez un petit paquet de 500 grammes dessus et la mule s'écroule. Absolument. Donc il y a aussi une part d'implication des émotions, j'imagine, dans toutes ces pathologies de terrain. Alors, la thyroïde est très très liée, enfin l'axe thyréotrope, pour parler vrai, est très très lié aux émotions, parce que les hormones hypothalamiques comme la TRH et l'hormone hypophysaire comme la TSH vont interagir directement sur notre cerveau. Et la TRH est une neurohormone qui agit directement sur notre cerveau et qui constitue notre personnalité, notre créativité, notre imaginaire, nos angoisses, nos peurs. Donc, il y a des personnes qui sont très, entre guillemets, TRH et qui expriment plus à travers l'art, par exemple. Oui, pour être artiste, il faut avoir une TRH. Il faut avoir de la créativité, il faut avoir de la TRH. Quand l'écrivain est devant sa page blanche, comme on dit, c'est que sa TRH ne fonctionne plus à ce moment-là. Donc, il n'a plus de créativité. Donc, tous les inventeurs sont des créatifs. Et donc, tous les créatifs sont des TRH, ont au moins un profil TRH. Et tous nos enfants qui sont un petit peu comme le cancre de Prévert, et qui de nos jours perturbe beaucoup, et qu'on médicalise à mon avis à excès, tous ces enfants-là sont des enfants TRH, ce sont les créatifs de demain. Absolument, à revoir tout ça parce que c'est passionnant. Merci docteur Jean-Christophe Charrier. On vous retrouve pour la chronique tous les dimanches bien sûr, et on peut vous retrouver dès à présent très facilement sur votre site institut-endobiogénie.fr. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.